Je suis Laurence Hardy, je suis sociologue, anthropologue. Je travaille ici à Askoria depuis plusieurs années, après avoir fait un parcours à l'université, et j'ai été également longtemps formatrice en soins infirmiers. Et donc, assez tôt, dans mon travail de thèse, j'ai essayé d'étudier l'évolution des attitudes autour de la mort, en repartant d'un point de vue anthropologique sur le concept de Marcel Mauss de fait social total. C'est-à-dire que, en considérant que la mort est un fait social total, ça veut dire que ça a un impact sur l'ensemble des sociétés et que face à la mort, toute société a essayé de mettre en œuvre à travers des rituels, à travers des formes d'accompagnement, à travers des places reconnues à la religion, à des groupes sociaux, etc. Donc la mort n'est pas un fait seulement biologique, mais va avoir un impact sur l'ensemble de la société à des niveaux bien sûr variables d'une société à une autre. Mais d'un point de vue structurel, pour parler un peu comme Claude Lévi-Strauss, il n'existe pas de société où il n'existe pas de rituel autour de la fin de vie et de la mort. Donc c'est en cela que c'est bien quelque chose, c'est bien un fait social qui répond à des sensibilités de société, à des valeurs de société et qui, du coup, se transforme, bien sûr, quand on s'inscrit sur une logique historique, se transforme au fil du temps. Donc c'est bien cette démarche-là qui, moi, m'inspire dans mes travaux, aussi bien théoriques que le travail que je fais avec les équipes dans les EHPAD, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, qui sont de plus en plus confrontés à cette question de la fin de vie et de la mort. Donc, d'un point de vue anthropologique, un des grands tournants qui me semble important à prendre en ligne de compte pour comprendre l'émergence de ce débat autour du suicide assisté, etc., c'est que, et on peut le dater quand même assez facilement d'un point de vue historique, depuis les années 1970 en particulier, vont se conjuguer deux éléments. Le premier élément, c'est une sécularisation de la société, c'est-à-dire que l'approche religieuse, la place des religions va tendre à relever du domaine privé et avec cette sécularisation de la société, tout le discours autour de l'acceptation de la souffrance comme permettant d'avoir accès à ce qu'on appelle le salut ultramondain, c'est-à-dire souffrez ici-bas, vous serez, entre guillemets, récompensé dans l'au-delà, va être balayé par notre société du fait, en parallèle, d'une évolution des sensibilités familiales. On passe d'une famille patriarcale, etc., avec l'autorité, etc., du père, etc., du pater familias, à une société définie par De Singly, on va dire plutôt une famille sentimentale, où les sentiments des différents membres de la famille sont importants. Et dans cette évolution de la famille sentimentale, moi je l'ai beaucoup observé lorsque j'ai fait mes terrains dans les années 90, la famille, les proches ne veulent plus peiner l'être cher en fin de vie. Et dans une société qui était à plus de 80% catholique, ne vont plus appeler le prêtre pour l'administration des derniers
des derniers sacrements, pour le viatique, etc. Et tout ça parce qu'on ne veut plus peiner l'être cher. Hein. Donc un processus de sécularisation de la société qui s'additionne, qui se conjugue également avec une médicalisation de la mort. Une médicalisation de la fin de vie, et on va parler d'une façon un peu plus globale d'une médicalisation de la société. On n'accouche plus à domicile, on accouche à l'hôpital ou dans des cliniques. Donc ça va s'inscrire sur l'ensemble du cycle de la vie. Et quand vous conjuguez cette famille sentimentale et le souhait de garder l'être cher le plus longtemps possible, eh bien, on va tendre à médicaliser la fin de vie dans l'espoir de prolonger la vie, dans l'espoir que la médecine finira par pratiquement même vaincre la mort quelque part. Et avec ces deux grandes évolutions, eh bien, la place et les rôles des uns et des autres va être transformés. Vous additionnez à ces deux éléments ce que le sociologue Norbert Elias définit comme un processus civilisationnel qui conduit, de par les valeurs de la société qui se mettent en œuvre, à inciter la personne, on va parler d'un processus d'individualisation, la personne à rester maître de sa vie, et cela jusqu'au bout de la vie. Donc, dans ce processus civilisationnel défini par Norbert Elias, c'est une pression sociale de la société qui encourage l'individu à faire des choix et ne plus se reposer exclusivement sur la famille, sur la religion, sur d'autres groupes sociaux, sur le pouvoir médical, etc. Donc, dans ce processus-là, l'individu va être encouragé, sinon va ressentir une pression sociétale assez forte pour anticiper et au nom de son autonomie. Et c'est là que va émerger, alors c'est une notion un peu plus récente et qui est un marqueur de notre société occidentale, tout ce qui tourne autour du pouvoir d'agir, qu'on va qualifier parfois d'empowerment, et ce pouvoir d'agir, comment le maintenir en tant qu'individu, autonome avec cette pression à l'autonomie, comment la mettre en œuvre jusqu'au bout de la vie. C'est d'autant plus intéressant ce que vous dites là que tout a explosé d'une certaine manière, déjà là-dedans. Que la famille n'existe plus, je veux dire, c'est plus que des... Enfin, c'est pas plus que des, c'est autre chose. Les gens sont séparés, d'une part. D'autre part, ils sont recomposés. Donc, alors, ça complexifie terriblement. Alors, d'une part, et puis d'autre part, cette injonction à l'autonomie. Enfin, vous n'avez pas employé le mot injonction, mais ça l'est. Mais ça l'est. Ça l'est, il y a une tout à fait. injonction à l'autonomie qui rend l'autonomie aberrante, d'une certaine manière. Bon, alors, voilà. Mais vous l'aviez sûrement en tête, donc je vous laisse. Tout à fait. Et du coup, je me permets de rebondir sur vos propos, c'est-à-dire que les inégalités sociales sont très fortes, ne diminuent pas, alors qu'on aurait pu dire avec le processus civilisationnel, on va aller sur plus d'égalité inscrit autour de la valeur démocratique, etc. Or, les inégalités sociales ne diminuent pas. Pour revenir à ces questions de la fin de vie, de la mort, les inégalités... Alors, c'est bien un marqueur d'inégalité sociale très très forte. Et la possibilité d'être acteur jusqu'au bout de la vie, va être là aussi
un facteur d'inégalité sociale. C'est un des grands points importants de notre société aujourd'hui. Soyez autonomes, mais tout le monde n'a pas, pour parler comme Bourdieu, le capital social, le capital économique, le capital culturel, etc., pour y avoir accès. Hein. Et on voit bien que aussi dans ce processus civilisationnel, on meurt différemment d'une époque à une autre. Ce qui caractérise vraiment la fin du XIXe siècle et tout le XXe siècle et encore plus ce début du XXIe siècle, c'est l'émergence de la fin de vie dans la fin de la vie. C'est-à-dire que, là encore, lié aux progrès médicaux, d'hygiène, etc., aujourd'hui, ce qui marque globalement d'une façon un peu un idéal type, la fin de vie, c'est on meurt à la suite de polypathologies, de maladies longues, et on peut dire que pratiquement la fin de vie est prévisible, et la fin de la vie encore plus. Je sais que je risque de développer tout au long de ma vie un certain nombre de pathologies, des pathologies qui risquent d'être chroniques, etc., et qui vont faire que, à certains moments, ma mort sera prévisible. Donc, on voit que va se confronter cette injonction à l'autonomie, d'une part, et cette prévisibilité avec, en termes de sensibilité aujourd'hui dans notre société, la peur de l'agonie. Parce que moi, je recueille souvent, quand je fais des terrains, les représentations sociales de la belle mort. Je mets belle entre guillemets. Ce qui ressort de ces représentations, c'est qu'une belle mort, c'est une mort rapide. Donc vous voyez que ça va déjà se heurter à cet allongement de la fin de la vie. Une mort sans souffrance. Or, on sait que certaines souffrances, en particulier avec les soins palliatifs, a émergé cette notion de souffrance totale, et que parmi les 4 composants de la souffrance totale, il y a la souffrance spirituelle, qui renvoie à la problématique de la sécularisation, la souffrance psychologique. Donc certaines souffrances sont faciles à apaiser, d'autres le sont beaucoup moins. Et on voit bien ici tout ce processus qui va se heurter à des injonctions sociétales très fortes. Soyez autonome, anticipez votre fin de vie, mais, et on va voir là émerger un obstacle qui est quand même récurrent au cours du XXe siècle, anticiper, mais pas jusqu'à l'anticipation d'une aide active à mourir ou de l'euthanasie en France. Donc, on voit bien, et je ne mets pas ici mes valeurs, mais que pour un certain nombre de citoyens, puisqu'on nous incite à être citoyens aussi jusqu'au bout de notre vie, eh bien, un certain nombre d'entre eux vont dire attendez, il manque quand même une dernière étape. Je veux bien préparer mes directives anticipées, qui sont facilitées depuis la loi Leonetti et renforcées avec la loi Claeys-Leonetti. Je veux bien, au cas où je ne suis plus en capacité d'exprimer mes souhaits, mes volontés, désigner une personne de confiance. Je veux bien même m'assurer avec des assurances décès, des contrats obsèques, etc. Mais pourquoi est-ce que
on me bloque jusqu'à la capacité à décider de ne pas vivre d'agonie, qui est quand même une étape du mourir difficile, qui peut être considérée comme une atteinte à la dignité, alors qu'à mon avis, il faut mettre beaucoup de précautions dans cette notion de dignité, qui, à mon avis, est inscrite dans le sens même de l'homme, et qui nous inscrit dans l'humanité, justement. Mais on voit bien comment émergent aujourd'hui et sont renouvelés ces débats autour de cette logique d'être un individu autonome à qui on reconnaît des choix jusqu'au bout de la vie. Avec aussi peut-être cette difficulté, c'est que émerge, comme je le disais précédemment, cette notion de fin de vie, qui est une étape de la fin de la vie, mais en termes de définition même, reste quelque peu flou malgré tout. Et là, je rejoins vraiment l'avis du comité consultatif national d'éthique, qui dit que aussi, d'une part, alors c'est pas mis que cette notion de fin de vie reste un peu fragile quant à sa définition et précise, mais c'est que en lien avec une mort de plus en plus lente dans notre société, eh bien, on ne sait pas aujourd'hui apaiser des souffrances réfractaires, des souffrances longues, donc qui n'inscrivent pas dans la fin de vie, mais qui sont caractéristiques d'un certain nombre de pathologies dans notre société, et en particulier un certain nombre de pathologies liées à l'augmentation des maladies neuroévolutives dans notre société. Effectivement, on nous dit de remplir nos directives anticipées, de prévoir un maximum, de tout border, mais au final, on nous interdit d'aller au bout de ce raisonnement. Mais alors, j'ai envie de vous dire, pas que, c'est-à-dire que déjà, indépendamment de cette question-là, l'accès aux soins palliatifs est totalement inégalitaire sur le territoire, d'une part, objectivement, et inégalitaire d'une autre manière, dans la mesure où les gens ne savent pas qu'il y en a, et sans compter ceux qui ne savent même pas que ça existe. Donc on n'est même pas dans une culture palliative, on va dire. On pourrait, si c'était le cas, là ce serait intéressant. On serait vraiment dans une articulation, on serait allé au bout de quelque chose, et se poserait la question d'autre chose, d'une alternative aux soins palliatifs. Et pourquoi ? Parce que, et ça c'est vrai qu'on ne le pose pas beaucoup, parce qu'on n'a pas forcément envie d'aller en soins palliatifs. Tout à fait. Je veux dire, là je dis le contraire de ce que je viens de dire, mais il n'y a pas suffisamment de soins palliatifs, mais il n'y a pas non plus suffisamment de réflexion sur les gens qui ne veulent pas aller en soins palliatifs et qui veulent gérer effectivement leurs affaires autrement. On peut se rappeler la date, loi de 1999 qui vise à développer les soins palliatifs en France. On est en 2023 quand on fait l'état des lieux, et on a suffisamment aujourd'hui de données concrètes, chiffrées, etc. On voit d'une part ces grandes inégalités territoriales en termes d'accès aux soins palliatifs, et au regard des besoins éventuellement et même des demandes par rapport aux personnes en fin de vie, aujourd'hui, cette possibilité d'accès reste, pour certaines personnes, inaccessible, malheureusement. Et c'est ce qui peut aussi conduire dans... on s'inscrit ici sur des modèles sociétaux de la belle fin de vie, entre guillemets, je mets à chaque fois beaucoup de guillemets, et de la belle mort. Certaines personnes vont dire... Moi, en tant qu'individu pour qui on
on m'encourage à m'autodéterminer, je n'ai pas non plus envie d'aller en soins palliatifs. Je veux pratiquement ne pas vivre cette étape-là et avoir accès, du coup, à une aide active à mourir et voir, au regard de ce qui se passe aussi au niveau européen, avoir le droit de choisir ça. On voit bien, il ne faudrait pas être sur une représentation un peu binaire, c'est-à-dire soins palliatifs ou... non, ça devrait s'inscrire sur un processus de choix, si on est vraiment dans cette logique-là. Et puis, il y a encore, alors là, encore, si on s'inscrit, quand on examine un peu les politiques sociales et les politiques publiques, il y a cette volonté, ces dernières années, de dire il faut moins médicaliser la mort et la fin de vie. Il ne faut plus hospitaliser les personnes parce qu'elles meurent mal à l'hôpital, parce que l'hôpital est plutôt un lieu de soins plus qu'un lieu de mort, même si on y meurt beaucoup. Beaucoup de personnes décèdent aux urgences parce que, pour être un peu caricatural, je m'en excuse, une personne de 85 ans, elle ne sera pas prioritaire, avec la meilleure volonté des équipes soignantes aujourd'hui, pour de la polypathologie qui de toute façon ne peut pas être soignée, mais éventuellement apaisée, donner du confort, etc. Donc on a aussi une réflexion à mettre en œuvre dans notre société qui est quel autre modèle qu'une fin de vie forcément très très médicalisée aujourd'hui. Alors ça peut être par de la médecine douce, des formes alternatives. Je pense que les grands absents aujourd'hui encore, ce sont tous les bénévoles. Je parlais tout de suite de la souffrance spirituelle, tous ces bénévoles autour de l'accompagnement de fin de vie, qui n'ont pas trouvé leur place dans ce processus de médicalisation de la fin de vie et de la mort. Donc, comment mettons-nous en œuvre d'autres formes d'accompagnement de la fin de vie pour ne pas être sur ce schéma binaire du genre acharnement thérapeutique, la dernière chimio qu'on fait alors que logiquement, j'allais dire pratiquement éthiquement, est-ce que ça vaut la peine au regard des souffrances et du bien-être de la personne qui sera quasiment nulle. Il y a toutes ces réflexions-là qui mériteraient aussi d'être reconnues, un peu plus mises en œuvre aussi dans notre société. Donc la haute autorité de santé dit maintenant à l'ensemble des équipes, qu'on soit éducateur, qu'on soit aide à domicile, etc., l'accompagnement de fin de vie relève de leurs compétences. Et aujourd'hui, on voit que, et au regard des souhaits des personnes de mourir chez elles, bien, il va falloir aussi revoir ce projet de société d'accompagnement à domicile avec les proches lorsqu'ils sont là et avec au cœur le projet de fin de vie de la personne qui doit devenir central, quoi. Donc on est un petit peu sur un entre-deux. Moi, lorsque je travaille avec les équipes d'accompagnement à domicile, ce qu'on observe globalement, c'est une augmentation de la maltraitance à domicile. Parce que j'aime tellement... Alors, maltraitance au nom de l'amour, attention. J'aime tellement mon père, ma mère qui est mourante, que je vais la forcer à manger.
que je vais rajouter des vitamines, je vais la stimuler, Donc on voit aussi, et au grand désespoir des professionnels de l'accompagnement à domicile, comment c'est un peu sévère mon jugement, mais on alimente des formes de maltraitance au moment de la fin de la vie, quoi. Alors du coup, j'ai envie de vous demander peut-être aussi cette chose-là, c'est-à-dire que pourquoi pensez-vous que se posent aujourd'hui ces questions de suicide assisté et euthanasie. Alors c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, mais c'est un peu insuffisant la réponse qu'on a souvent qui est oui, bah, c'est du lobbying, des pro-euthanasie qui ont marqué des jalons au fur et à mesure, et d'ailleurs on le voit dans la loi, la sédation profonde et continue, c'est des... Bon, d'accord, mais je veux dire, il n'y a pas que des lobbyistes, il y a probablement, mais je dis probablement parce que dans le fond je ne sais pas, hein, mais il y a probablement un désir profond dans la société qui est peut-être un fantasme d'ailleurs, c'est un peu ce que vous dites, hein, qui est peut-être un fantasme, un désir profond de contrôler sa fin de vie, et donc voilà, j'ai ma formule dans ma table de nuit, je suis tranquille, et c'est pas pour ça que je vais la prendre, hein, simplement je l'ai, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, ou c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui remonte pour vous du terrain là-dessus? Pourquoi, enfin, comment les gens justifient, mais il n'y a pas de morale là-dedans, hein, bien sûr. Comment les gens, enfin, quels sont les arguments pour demander ça? Bon, voilà. Est-ce que c'est juste une histoire effectivement, hein, d'autonomie totalement intégrée, peut-être parfois malgré soi, ou est-ce que c'est autre chose, enfin... Si on repart par le biais de l'anthropologie, oui, on se rend compte que quelle que soit la société met en œuvre à travers la famille, à travers des choix législatifs, etc., des moyens facilitateurs pour encadrer la fin de vie et la mort. Pour moi, aujourd'hui, alors je disais, pendant longtemps, ça a été, au niveau de l'Occident, ça a été la religion proposait un discours et un encadrement de la fin de vie et de la mort, parce que la religion avait une place très très importante, et c'était la religion qui produisait aussi un discours qui mettait en œuvre les différents acteurs autour du mourant. Avec ces transformations de notre société contemporaine, les acteurs ont été totalement bouleversés, mais n'ont plus forcément trouvé leur place. Mourir à l'hôpital, bien, quelle est la place de la famille à ce moment-là? Mourir à l'hôpital, il faut attendre quand même la loi Kouchner qui reconnaît la santé comme droit démocratique, alors qu'avant c'était le tout pouvoir du médecin qui décidait jusqu'où on allait dans les traitements, etc. Donc il a fallu cette loi Kouchner pour affirmer légalement pratiquement des freins au tout pouvoir médical. Et aujourd'hui, on n'a plus ces grands régulateurs-là. Donc on voit, et au départ, hein, tous les militants autour de l'euthanasie, etc., c'était bien des discours militants qu'on va retrouver autour également de la crémation en France. Si la crémation s'est développée, c'est qu'au départ, il y a eu quelques associations très militantes qui ont dit mais laissez la terre aux vivants, etc. Mais ce discours militant
Et de plus en plus, au regard du processus d'autocontrainte, etc., est de plus en plus reconnu comme légitime dans notre société, notre société contemporaine. Parce que les autres discours n'y trouvent plus d'une façon inscrite, d'une façon un peu fondée, leur légitimité. Et donc, dans ce processus d'autocontrainte, eh bien, j'ai le droit, en tant qu'individu, et on voit bien que ce discours militant est dépassé depuis ces dernières années. Ça fait partie d'un processus de choix qui est encouragé tout au long de notre vie. Alors pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de cette possibilité de choix, jusqu'à choisir un suicide assisté, etc. Et au regard aussi de ce qui se passe dans les autres pays européens qui ont été jusqu'à offrir des formes de choix en les encadrant. Moi, je pense que le danger, ça serait de dire allez, droit à tout. Non, il faut quand même que ça s'inscrive au risque de dérive qui guetterait aussi notre société. Donc délimiter aussi en termes législatifs, peut-être qu'il faudra passer par la loi, arriver à offrir cette possibilité-là, surtout que on voit aussi les limites de la loi Claes-Leonetti aujourd'hui. La sédation profonde et continue jusqu'au décès, quid de sa mise en œuvre avec tout le poids psychologique, toutes les questions éthiques aussi que ça pose aux équipes qui mettent en œuvre ces sédations profondes. Quid de la sédation profonde et continue au domicile ? On parlait tout de suite de la difficulté de la méconnaissance des soins palliatifs, mais cette méconnaissance aussi de la loi Claes-Leonetti est très très forte. Quand je parlais tout de suite de la maltraitance à domicile, l'hydratation, l'alimentation sont considérés comme des traitements au regard de la loi Claes-Leonetti. Comment est-ce que c'est connu, expliqué aux aidants qui, au nom de l'amour, vont dire « mais moi je ne veux pas que l'être que j'aime meure de faim ». Alors qu'on n'est pas du tout sur ces problématiques-là. Donc on voit bien ici ces sensibilités sociétales qui amènent aussi un poids sur l'individu. Moi, je ne veux pas être un poids pour mes proches. Je ne veux pas leur faire vivre mon agonie, parce que c'est quand même un moment très très pénible, qui peut s'inscrire sur de la durée, quelques jours, quelques semaines, etc., avec les râles, avec la dégradation du corps, etc. Moi, je ne veux pas que, au nom de la famille sentimentale aussi, faire vivre ça à mes proches. Puis je ne veux pas que moi, en tant qu'individu citoyen, je ne veux pas vivre ça non plus, quoi. Donc on voit bien qu'on s'inscrit quand même sur des choix qui relèvent de transformation, de sensibilité, d'une société individualiste et encouragée à être individualiste jusqu'au bout, quoi. Je pense que, à mon avis, ça s'inscrit là-dessus. Si je devais ajouter, au regard de ma position, au regard des accompagnements d'équipe que je fais, etc., l'enjeu de demain aussi autour de ces questions-là, c'est le retour de la fin de vie à domicile. Parce que c'est le choix, on fait des études d'opinion, les Français disent « moi je veux mourir chez moi ». Mais je pense qu'on n'est pas allé, et c'est toutes les fragilités des sondages d'opinion,
Mourir chez soi, oui, mais dans quelles conditions? Et peut-être, un des enjeux de notre société, au-delà de ce débat autour de l'aide active à mourir, etc., c'est comment on brise le tabou de la mort dans notre société. Parce que tant qu'il y aura ce tabou-là, eh bien, en tant qu'individu, je ne veux pas que l'être cher meure. Et au nom de l'amour, on peut arriver aussi à faire des actes, des non-actes aussi. Et puis ça va confronter aussi l'ensemble des professionnels accompagnants sur des difficultés d'accompagnement très fortes, quoi. Donc c'est bien cette question, comment briser, alors c'est un peu redondant cette idée de tabou de la mort, mais comment on parle de la fin de vie et de la mort dans notre société, qui a pour valeur essentielle, il faut être jeune, beau, dynamique, etc. Donc, et on voit bien ce qui s'est passé pendant la pandémie de Covid. Ceux qui meurent, c'est les vieux, donc, et les fragiles. Alors que l'enjeu de demain, c'est de trouver un accompagnement bienveillant qui respecte, quand c'est possible de les poser, les choix et les désirs des personnes vulnérables, et qui a la prétention de ne pas être vulnérable dans notre société, hein. Donc il va y avoir cet enjeu-là, en sachant que dans une société vieillissante comme la nôtre, et c'est une révolution démographique, c'est une révolution sociale de dire les personnes en situation de handicap vieillissent, quel que soit le handicap, la population a gagné en espérance de vie, etc. Mais le revers, entre guillemets, de la médaille, c'est de dire, oui, mais comment on meurt dans notre société? Et le modèle actuel d'une mort médicalisée, sans que les personnes... Parce que même si les directives anticipaient seulement 15% des Français, les écrivent, ça serait les derniers chiffres qui restent normalement opposables aux médecins. Le sont-elles vraiment opposables? Quid du poids qui pèse sur la personne de confiance? On voit bien que les enjeux de société restent très très importants et qu'ils vont se transformer une nouvelle fois avec le retour au domicile de la fin de vie et de la mort. Donc une vigilance par rapport à ce changement. Et quand je dis domicile, c'est domicile avec un S. Oui, bien sûr. Les personnes vont mourir à leur domicile, qui est la chambre de l'EHPAD, qui est la chambre du foyer médicalisé, etc. Donc il va falloir trouver une forme de bienveillance, j'aime pas le terme de bientraitance, mais de bienveillance de tout à chacun pour éviter, ou en tous les cas freiner un peu des souffrances de part et d'autre. Et d'avoir cette injonction, faut que je prévoie l'euthanasie parce que je veux pas être un poids, quoi. Comment arriver à un projet de société qui puisse intégrer toutes ces dimensions de l'individu, des transformations du lieu de la mort, des accompagnants, des bénévoles, etc., quoi. Donc un gros enjeu de société.